Bravo au Burkina Faso, des journalistes sont également formés au maniement des armes lors d'immersions patriotiques. Pourquoi cette pratique dérange certains médias français alors que le Burkina n'est pas le seul pays à former des journalistes ou à les intégrer à des formations militaires? Les États-Unis et des pays de l'OTAN intègrent des journalistes aux forces armées avec briefing de sécurité et parfois formation de survie en environnement hostile. Israël et la France pratiquent aussi des immersions de journalistes avec l'armée. Alors, pourquoi cela dérange-t-il lorsqu'il s'agit de Burkina Faso? Le Burkina est en guerre. Les journalistes doivent aussi bien se protéger sur le terrain. Ils font connaître les bases et c'est avant tout une question de survie pour eux. Des journalistes correctement formés peuvent mieux couvrir les zones de combat sans devenir une charge pour les forces engagées ni une cible facile. Un État en guerre a le droit de former et de protéger ceux qui couvrent le front, y compris en leur donnant des compétences de survie. Combien de journalistes en Europe sont des espions? Les services de renseignement occidentaux recrutent ou coopèrent avec des journalistes et des correspondants depuis des décennies. Leurs journalistes ont été accusés d'être des agents d'influence ou des informateurs. Alors pourquoi le Burkina ne devrait pas former leurs journalistes? Il faut laisser le Burkina évoluer. Force au Burkina Faso, force au peuple. L'Iran promet une récompense de 30 000 $ à quiconque élimine ou capture un soldat américain et le remet aux gardiens de la révolution. Le montant est doublé à 60 000 $ si c'est une femme qui mène l'opération. Si vous capturez 10 soldats américains, vous gagnez 300 000 à 600 000 $ de plus. L'arme utilisée pour éliminer un militaire américain est rachetée au double de sa valeur, puis remplacée par une arme neuve et conservée dans un futur musée. Je tiens à préciser que la population iranienne compte 90 millions d'habitants. Autrement dit, n'essayez jamais de pénétrer sur le sol iranien. Chaque maison, chaque ruelle, chaque quartier et potentiellement chaque personne peut devenir une mine sous les pieds des soldats américains. L'Iran ne croit plus aux accords de paix ni aux paroles écrites ou prononcées de Trump et se prépare sérieusement à une reprise de la guerre. Les Iraniens comprennent que Netanyahou exerce au sein du gouvernement et du Congrès américain une influence qui dépasse celle de Trump. Pour l'Iran, il est quasiment impossible de démanteler son programme de missiles balistiques, de mettre fin au soutien aux milices ou même d'éradiquer totalement son programme nucléaire. Pour l'entité, le démantèlement du programme nucléaire iranien, la fin du financement et du soutien à des groupes comme les Hezbollah, ainsi que des restrictions sur les missiles à longue portée, sont non négociables. La survie politique de Netanyahou et peut-être même sa liberté dépendent de ces résultats. Trump est face à un choix difficile. Reprendre les bombardements contre l'Iran pour satisfaire l'entité au risque de voir Téhéran riposter contre les infrastructures des pays du Golfe abritant des bases américaines. Mais même une nouvelle campagne de frappe intensive se heurterait au manque de munitions de précision à longue portée et surtout d'intercepteurs. Au rythme des premiers jours de la guerre, une grande partie des stocks serait épuisée en moins de 30 jours. Cette guerre est un échec de Trump. On interdit l'Europe à Nathalie Yamb pendant que des terreaux du FLA et du CHNIM, qui ont créé une alliance pour déstabiliser le Mali, sont accueillis sur les plateaux de télévision européens et font tranquillement une tournée européenne. Si oui, avec quelle nationalité? Avec quel passeport? Obtiennent-ils des visas pour entrer en Europe et intervenir dans les médias? Ou se déplacent-ils en jet privé pour rejoindre l'Europe et y effectuer une tournée médiatique? Par quel aéroport arrivent-ils et repartent-ils ensuite pour rejoindre par la route l'opposition proche du Mali? S'ils bénéficient d'un statut de réfugié politique alors qu'ils coopèrent activement avec le CHNIM, reconnue organisation terreau-terreau, rien n'empêche la France d'accorder le même statut à plusieurs chefs du CHNIM qui semblent désormais découvrir une nouvelle vocation politique au Sahel. Ils sont blanchis par les médias français. Leur prétendue indépendance y a même été proclamée et présentée comme une réalité en France, qui les loge, les nourrit et assure leur sécurité. Qu'est-ce qu'ils faisaient en France à ce moment précis? Pourquoi est-ce ce porte-parole qui a été chargé de démentir tout lien entre la libération de 82 soldats maliens et celle d'un agent de la DGSE? Pourquoi ne pas avoir interrogé directement les autorités maliennes et le pays ami qui étaient pourtant au cœur de ce processus? J'ai regardé attentivement ce cirque. Il ne répond à aucune question. Il nie simplement l'histoire de 82 otages, se contredit sur certains points, puis l'émission s'arrête. Tout était structuré, dans les questions comme dans les réponses. On avait même presque l'impression d'assister à un scénario écrit à l'avance. Mais bon, nous avons tous notre réponse, hein.